Donc bonjour à tous, je m'appelle Gabriel Graffagnino, je suis doctorant à INRIA, Institut de recherche en informatique et automatique à Montpellier, et je travaille notamment en collaboration avec l'INSERM et l'Institut Saint-Pierre, qui est un hôpital pédiatrique situé à Palavas-les-Flots, sur de la rééducation motrice chez l'enfant atteint de paralysie cérébrale. Et notamment, j'explore des hypothèses autour de la stimulation électrique. Donc, dans un premier temps, je me suis dit que ça pouvait être intéressant pour vous, comme vous êtes au lycée, de vous parler très rapidement et succinctement de mon parcours pour que vous puissiez voir un petit peu comment ça se passe l'après-bac. Donc, j'ai démarré moi, par une classe préparatoire aux grandes écoles pour préparer des concours d'école d'ingénieurs au lycée Les Eucalyptus à Nice. J'ai pu intégrer derrière une grande école d'ingénieurs, l'école des arts et métiers. Donc, on arrive à un niveau bac plus 5 à ce niveau-là. Et j'ai eu l'opportunité de faire un double diplôme en biotechnologie et innovation en neurosciences à Paris, ce qui m'a permis d'associer à la fois l'ingénierie mécanique et électronique à l'ingénierie médicale, ce qui m'a valu derrière de décrocher mon doctorat dans l'équipe canine, contrôle artificiel du mouvement et neuroprothèse intuitive, dans lequel je travaille du coup, comme je vous l'ai dit, sur la paralysie cérébrale. Donc la paralysie cérébrale, je pense pas que beaucoup connaissent, c'est souvent pas forcément très bien connu. Donc je vais vous proposer qu'on définisse la paralysie cérébrale ensemble avec une analogie avec un ordinateur. Je m'explique. Si on part du principe que votre cerveau, c'est un poste de PC fixe et qu'on déroule derrière donc la moelle épinière et l'ensemble de vos connexions nerveuses pour partir à l'ensemble de votre corps, que ce soit moteur ou sensoriel, ça s'apparente en fait à un gros câble. Exemple, un câble HDMI pour brancher derrière, naturellement, un écran. Un écran qui est en fait l'image de vos muscles quand on va s'intéresser au mouvement. Donc, dans un fonctionnement normal, on allume le PC, on branche le câble à l'écran s'allume et on obtient une réponse, donc réponse motrice. Dans le cas où si notre cerveau construit une commande, l'envoie à travers de la moelle épinière et des nerfs périphériques vers les muscles. Qu'est-ce qui se passe chez une personne atteinte de paralysie cérébrale? En fait, c'est un peu comme quand vous avez un écran bleu qui arrive. Souvent, vous ne comprenez pas, ça vous agace un peu. Donc, on redémarre, on débranche, on rebranche les câbles. Ça finit des fois par marcher, des fois vous restez bloqué sur votre écran bleu. Vous pensez bien que sur un corps humain, on ne peut pas aller débrancher, rebrancher les nerfs et la moelle épinière. Donc, il faut trouver des stratégies un petit peu adaptatives pour travailler. Mais donc, pour comprendre, en fait, il faut trouver l'origine du problème. Et la paralysie cérébrale, en fait, c'est directement sur l'unité motrice de votre cerveau. Donc, en fait, c'est directement votre PC qui a un souci. Il y a eu une lésion. Cette lésion, elle se met en place dans le cerveau, très souvent au niveau du cortex moteur. C'est une partie de votre cerveau qui permet de piloter l'ensemble de vos muscles. Et en fait, en résultat, vous avez des contractions. Donc, c'est-à-dire que vous allez avoir des muscles qui ne se contractent pas au bon moment, qui vont se contracter en même temps qu'un autre muscle, ce qui va créer des problèmes à la marche, notamment, mais dans toutes les activités motrices que vous pouvez avoir. Donc, pareil, une lésion au cerveau, aujourd'hui, on n'est pas en mesure de la réparer, on ne sait pas comment régénérer une partie qui est lésée, mais on peut travailler sur tout ce qui est système périphérique, donc faire énormément de rééducation motrice pour entraîner les muscles, etc. Donc, si on part du principe, il faut pouvoir classifier les différentes paralysies cérébrales. Donc, on a une échelle qui s'appelle le Gross Motor Function, qui permet de quantifier par un niveau de 1 à 5 l'activité motrice d'un enfant atteint de paralysie cérébrale. Le niveau 1 étant le niveau que vous avez à peu près tous, je peux faire des activités physiques tout à fait normales, monter des escaliers, tenir des charges lourdes, sans être déstabilisé. Le niveau 2, c'est j'ai besoin d'une légère assistance pour monter par exemple des marches, pour faire des activités physiques un peu plus importantes. Le niveau 3, c'est j'ai besoin d'assistance pour marcher. Donc vous l'avez, le déambulateur ou le fauteuil roulant. Et niveau 4 et 5, j'ai besoin d'une assistance en permanence pour me déplacer. Système motorisé si on peut piloter un fauteuil électrique par exemple, et sinon une assistance directement par une personne tierce si on est à un niveau 5. Donc, moi, dans le spectre de ma thèse, je m'intéresse à tous les niveaux parce qu'on veut être le plus générique possible et pouvoir traiter le maximum de patients.
Et donc vient se poser la question quand même, il faut qu'ils puissent marcher. Donc en général, les niveaux 5, moi je vais pas pouvoir les traiter, mais on va au moins essayer de balayer du niveau 1 à niveau 4 dès qu'on a la capacité de mettre en verticalisation, c'est-à-dire en station debout, et d'assister à la marche. Donc, comment ça se passe? Donc en fait, à l'Institut Saint-Pierre, on est équipé d'une plateforme de rééducation motrice assez high-tech, on va dire, avec un tapis. Donc j'espère que vous voyez mon pointeur. Mais donc ce tapis de course, il est instrumenté dans le sens où en fait les deux bandes ici du tapis, on peut les gérer indépendamment l'une de l'autre pour pouvoir notamment gérer la vitesse de marche et récupérer surtout les efforts en marche. Donc en fait, dès qu'on va marcher sur le tapis, on va récupérer les efforts en Newton, et ce qui va nous permettre derrière de reconstruire tous les efforts au niveau de toutes les articulations, que ce soit la genou, la hanche, et voir comment analyser la marche. Donc, je vous montre après quelques exemples en vidéo. Comme on travaille sur des enfants, il faut que ça reste immersif et qu'ils puissent adhérer au protocole. Donc on a un écran immersif de réalité virtuelle, ce qui nous permet de leur mettre des systèmes, des tâches de rééducation qui soient ludiques pour eux. Et derrière, vous les voyez mal parce que c'est un peu flou, mais j'ai des caméras optoélectroniques qui sont des caméras infrarouges, ce qui me permet de faire de la motion capture et de récupérer en temps réel l'analyse de la marche et le mouvement. Concrètement, ça ressemble à quoi? Motion capture, Gabriel. Ah, la motion capture, oui, pardon, la motion capture, je pense que vous connaissez quasiment tous avec les films type Avatar. C'est on met des petits marqueurs sur la peau, on filme la personne avec les marqueurs, on récupère les marqueurs dans un environnement 3D et derrière, on peut reconstruire entièrement le squelette de la marche et après appliquer des filtres pour recréer, comme dans le film Avatar, les navis. Mais sinon, moi, c'est plutôt des muscles. Donc, sur les deux vidéos que vous avez là, vous avez à gauche une marche pathologique, à droite une marche saine. Et on voit bien tout de suite la différence. Et je vous affiche en même temps les courbes d'angle du genou, où on voit un angle du genou dégradé, une flexion du genou. On est toujours fléchi là sur la personne pathologique, contrairement à la personne saine. On a un manque de fluidité. Et si je les remets rapidement, les deux vidéos, on voit très légèrement, vous avez en fait les muscles qui se mettent en vert, c'est ceux qui reçoivent le maximum d'efforts. Donc normalement, on est sur les mollets quand on marche. Et ici, on vient plutôt solliciter les cuisses côté droit. Donc c'est pas très bon parce qu'on crée un déséquilibre au niveau de la marche. Donc une fois qu'on a analysé la marche et qu'on sait clairement les muscles en défaut, donc ici, ce seraient les extenseurs du genou côté gauche, par exemple, on va pouvoir venir traiter et essayer de cibler pour améliorer la marche. Et donc moi, je propose de le faire avec de la stimulation électrique. Comment ça s'opère en fait? On a trouvé une solution qui est relativement simple, c'est de venir mettre des électrodes au niveau de la moelle épinière. Pourquoi la moelle épinière? Parce que c'est l'endroit où passent toutes les informations du système nerveux. Et donc, notamment quand on descend au niveau des jambes, venir stimuler sur la moelle épinière, c'est ce qui semblait le plus pertinent. Et on le fait en collaboration avec Steam2Go, qui est un stimulateur qui est très simple d'utilisation parce qu'il est programmable avec le téléphone et une application mobile, ce qui permet aux parents de l'utiliser très simplement quand ils sont à domicile. Je ne vais pas vous expliquer plus en détail la stimulation électrique, mais je vous propose directement de regarder les effets immédiats avec une petite vidéo où on voit à gauche sans la stimulation, où l'enfant n'arrive pas du tout à déployer ses jambes pour marcher, et avec la stimulation électrique, ça lui permet de faire quelques pas, évidemment avec assistance, parce qu'on ne peut pas passer du tout au tout. Mais donc, globalement, c'est à peu près tout ce que j'explore dans ma thèse. Je pense être à peu près dans des temps dans la présentation, et je vous propose de répondre à vos questions, si ça vous va. Est-ce qu'il y a des questions dans les classes? À moi, en attendant qu'ils se réveillent, j'en ai une. Alors, on me dit qu'on consulte les élèves. Peut-être. Sinon, moi, j'en ai une. De quel âge à quel âge tu explores? Quel âge d'enfant En théorie, on aurait aimé pouvoir consulter uniquement des enfants de moins de 7 ans. Parce qu'on considère que la démarche devient mature au-delà de 7 ans. Ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas améliorer la marche, mais ça veut dire que la marche entre l'âge de 7 ans et l'âge adulte, elle ne va pas trop évoluer. Donc on veut intervenir au plus tôt pour proposer des solutions de rééducation le plus tôt possible. Le principal problème, c'est qu'avec la plateforme sur laquelle je travaille,
il faut un poids minimum pour passer, et en général, en dessous de 5 ans, les enfants ne l'ont pas. Donc ça me fait un panel trop serré, donc on a élargi, on prend jusqu'à moins de 18 ans pour qu'on ait suffisamment de patients à tester. D'accord. Alors, il y a des élèves qui demandent si les premiers essais ont permis à des enfants de retrouver une marche. J'imagine une marche Alors, autonome. retrouver une marche autonome, non, parce que, encore une fois, on ne peut pas passer du tout au tout. Ça demande énormément de rééducation et en fait, on travaille. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà eu une jambe dans le plâtre, mais très rapidement, on a le volume musculaire qui diminue. Ça s'appelle l'atrophie musculaire. Et concrètement, en fait, quand on perd ce volume-là, on perd de l'activité motrice et de la capacité à faire des mouvements. Et en fait, ces enfants-là, comme ils ont des problèmes dès la naissance, bah, ils sollicitent mal leurs muscles. Donc les muscles se sont jamais bien formés, donc on ne pourra jamais rétablir immédiatement une marche. Ça demande des années et des années de rééducation pour pouvoir redonner un volume musculaire suffisant et travailler sur les coactivations musculaires, ce que je vous expliquais, où on a des muscles qui s'activent en parallèle pour essayer de recabler comme on peut le cerveau grâce à la plasticité cérébrale, qui est la capacité à réapprendre des nouveaux mécanismes par notre cerveau. Ok. Alors, on a une autre question. Est-ce que les électrodes sont utilisées seulement dans l'apprentissage ou est-ce qu'elles seront nécessaires ensuite? Alors bah là, c'est toute la question de l'étude. Pour le moment, on n'est que à des effets dits immédiats. Donc actuellement, les électrodes sont nécessaires pour avoir un effet et pour qu'on puisse voir de l'effet. Mais on espère en fait, grâce à ce qu'on appelle en fait de la neuromodulation, où on vient moduler le signal nerveux dans la moelle épinière, qu'on apprenne naturellement à leur cerveau à réenvoyer des messages nerveux corrects. Parce qu'actuellement, en fait, le problème, c'est le message nerveux qui part du cerveau qui est pas bon et ce qui pilote mal les muscles. Donc, j'espère bien que d'ici quelques années, ce soit juste de la thérapie et que derrière, ce sera que de l'apprentissage. Mais pour le moment, c'est trop tôt pour le dire. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions côté élèves et professeurs? Est-ce qu'il y a déjà eu des effets négatifs? On nous demande. Alors, des effets négatifs, j'en ai pas connus parce que évidemment, ce que je vous ai présenté, c'est des études qui ont été faites plutôt aux États-Unis, donc je suis pas en contact direct avec eux. Nous, ce qu'on est en train de développer à l'Institut Saint-Pierre pour le moment, on n'a pas encore eu de patients qui ont reçu de la stimulation sur moelle épinière, en tout cas. Après, il peut y avoir des inconforts dus à la stimulation parce que la stimulation électrique, même qu'elle soit à très faible intensité, ça peut créer des petits fourmillements. Donc, il y a certaines personnes qui le supportent, d'autres non. Donc, ça, c'est toujours en consultation avec le patient directement. On ne va pas leur faire des choses qui ne sont pas agréables pour eux. Mais sinon, pour le moment, je n'ai pas eu d'effets négatifs relatés. Et du coup, je vais enchaîner sur comment fait-on pour annuler les contractions involontaires. Alors, en fait, la contraction involontaire, c'est un peu compliqué, mais on va essayer de faire ça simplement. La contraction involontaire, elle vient principalement d'un mécanisme réflexe, donc qui s'apparente au réflexe myopathique, où en fait on n'a pas forcément l'inhibition du muscle antagoniste, donc le muscle qui est en regard du muscle qu'on contracte. Je vais essayer de faire ça, mais on a le muscle qu'on essaye de contracter, on a le muscle qu'il y a derrière. Et en fait, le muscle qu'il y a derrière peut des fois s'activer quand on essaye d'activer le muscle d'intérêt. Le muscle qu'il y a derrière, s'il se contracte, on fait un blocage articulaire. Et si on veut en fait inhiber celui-là, il faut qu'il y ait un neurone qui vienne lui donner l'information qu'il doit s'arrêter. Et ça, naturellement, ça se fait, c'est une boucle réflexe. Et en fait, des fois, cette boucle réflexe est bypassée par un mauvais message nerveux qui vient lui dire « Ah, il faut que tu te contractes aussi à ce moment-là ». C'est ce qui arrive dans 80% du temps et l'origine vient de la moelle épinière. Et en fait, le fait qu'on vienne mettre de la stimulation sur la moelle épinière, on vient changer le seuil auquel on vient activer le neurone. Et donc, on empêche le neurone d'activer le muscle et on force l'inhibition réciproque. C'est un peu compliqué parce que c'est beaucoup plus complexe que ça, ce qu'il y a derrière, mais dans l'idée, c'est ça. D'accord. Bon, merci beaucoup, Gabriel, pour cette présentation tout à fait intéressante.